Ma propre mère mettait des médicaments dans mon thé pour pouvoir coucher avec mon mari sous mon propre toit. Et le pire, j'ai mis des mois à le découvrir. Bonjour mes chers. Je m'appelle Eudoxie Pereira da Silva, j'ai 85 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire de ma vie que je n'ai jamais pensé avoir le courage de raconter à quiconque. Mais avant de commencer, si vous me regardez, laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. J'adore savoir que mes histoires atteignent tant d'endroits différents. Cette histoire s'est passée en 1963, quand j'avais seulement 23 ans. Nous étions d'une petite ville de province, de celle où tout le monde connaît tout le monde. Et les secrets se répandent plus vite que l'eau de pluie sur une pente. Je venais de me marier avec Juvenal, un jeune homme qui travaillait à la sucrerie de la région. Ce n'était pas un mariage d'amour, comme vous les jeunes d'aujourd'hui avez la liberté de choisir. À cette époque, une jeune fille convenable se mariait tôt, et mon père, que Dieu ait son âme, avait arrangé ce mariage en pensant à mon avenir. Juvenal n'était pas un mauvais homme, mais il n'était pas non plus affectueux. Il travaillait toute la journée et rentrait fatigué à la maison. Notre mariage était plus un partenariat de convenance qu'autre chose. Mais je faisais des efforts, vous savez. Je faisais tout correctement, comme une épouse devait faire à cette époque. Je m'occupais de la maison, préparais les repas, maintenais tout en ordre. J'espérais qu'avec le temps, l'amour pourrait fleurir entre nous. C'est alors que mon père, Monsieur Gervais, est décédé soudainement. Une crise cardiaque l'a emporté pendant qu'il travaillait au champ. J'étais dévastée car mon père, bien que strict, était mon pilier. Ma mère, Madame Zuleika, s'est retrouvée veuve et seule dans leur maison, qui était à quelques pâtés de maison de la nôtre. Juvenal, dans un rare moment de considération, a suggéré que ma mère vienne habiter avec nous. Comme ça, tu auras de la compagnie pendant la journée et elle ne restera pas seule dans cette grande maison, a-t-il dit. J'ai trouvé que c'était une idée merveilleuse à l'époque. Quelle idiote j'étais. Ma mère avait toujours été une belle femme pour son âge. À 45 ans, elle maintenait une posture élégante et prenait grand soin de son apparence. J'ai toujours pensé que c'était de la vanité naturelle, mais aujourd'hui je comprends qu'il y avait beaucoup plus derrière ses crèmes et ses coiffures élaborées. Dans les premières semaines après le déménagement de ma mère, tout semblait bien se passer. Elle m'aidait aux tâches ménagères. Nous préparions les repas ensemble, et parfois je me sentais comme une petite fille à nouveau, apprenant des recettes avec elle. Le soir, après le dîner, ma mère a commencé un rituel qui, à l'époque, me semblait être un geste d'affection, mais qui aujourd'hui me donne des frissons rien que d'y penser. « Ma fille, j'ai préparé une petite tisane spéciale pour toi, c'est bon pour les nerfs. Ça va t'aider à surmonter cette tristesse due à la perte de ton père, disait-elle, en me tendant une tasse fumante. La tisane avait un goût amer, mais ma mère insistait pour que je la boive jusqu'à la dernière goutte. Un bon remède est un remède pris en entier, répétait-elle avec ce sourire que je reconnais aujourd'hui comme faux. Après avoir bu la tisane, j'étais toujours prise d'une somnolence inexplicable. Je parvenais à peine à rester éveillée pour parler avec Juvenal quand il rentrait du travail de nuit à la sucrerie. Souvent, je m'endormais sur le canapé du salon. Et quand je me réveillais le lendemain matin, j'étais couverte d'une couverture dont je ne me rappelais pas m'être servie. Juvenal a dû me couvrir, pensais-je, naïvement reconnaissante pour ce geste que je croyais être de l'affection de mon mari. Les jours passaient, et cette somnolence après la tisane était devenue partie intégrante de ma routine. Je plaisantais même avec ma mère. « Votre tisane est plus forte que l'eau de vie, maman. » Et elle souriait simplement, disant que c'était parce que les herbes étaient fraîches, cueillies par elle-même dans le jardin arrière. C'est alors que j'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de Juvenal et de ma mère. Des regards qui duraient un peu plus longtemps que la normale, des sourires discrets échangés quand ils pensaient que je ne regardais pas, et une familiarité qui allait au-delà de la relation normale entre un gendre et une belle-mère. Mais j'écartais ces pensées de ma tête. C'est mon imagination, me disais-je. Je deviens paranoïaque à cause de la tristesse. Une chose qui m'intriguait était comment ma mère, qui s'était toujours plainte d'insomnie toute sa vie, dormait maintenant si bien. « C'est l'air de cette maison, disait-elle quand je le mentionnais. Ici, je dors comme un ange. » Et Juvenal, qui auparavant échangeait à peine 2 mots avec ma mère,
trouvait maintenant toujours des sujets pour converser avec elle. Il parlait à voix basse dans la cuisine quand j'étais dans le salon, et si je m'approchais, il changeait rapidement de sujet. J'ai commencé à faire des rêves étranges, confus. Je rêvais que j'entendais des rires étouffés, des chuchotements et le grincement de notre lit conjugal. Je me réveillais confuse, avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Mais rapidement le sommeil lourd me dominait à nouveau. Le matin, je me souvenais à peine de ces épisodes, et je continuais ma vie comme si rien ne se passait. C'était un mercredi soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il pleuvait beaucoup, une de ces tempêtes d'été qui semblent vouloir arracher le toit des maisons. J'ai bu ma tisane, comme d'habitude, et je me suis endormie rapidement sur le canapé du salon. Mais quelque chose de différent s'est produit cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée avec de fortes douleurs d'estomac. La douleur était tellement forte qu'elle me faisait plier le corps. J'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais mangé au dîner. Peut-être que les haricots n'étaient pas bien cuits. Je me suis levée avec difficulté, encore étourdie de sommeil, et je suis allée à la cuisine chercher un remède maison que nous gardions dans l'armoire. La maison était sombre, seulement illuminée par les éclairs occasionnels qui entraient par les fentes des fenêtres. C'est alors que j'ai entendu un son venant de notre chambre. Un son que je connais bien maintenant, mais que dans mon innocence de jeune épouse de cette époque, je n'ai pas su identifier immédiatement. Je me suis approchée silencieusement du couloir qui menait à la chambre. La porte était entr'ouverte et la lumière d'une bougie vacillait à l'intérieur. Un autre éclair a illuminé le couloir et c'est alors que j'ai vu la silhouette de ma mère sortant de notre chambre, ajustant sa robe de chambre et ses cheveux ébouriffés. Je suis restée paralysée dans l'ombre, incapable de bouger ou de faire le moindre son. Ma mère a marché dans le couloir, est passée devant moi sans me voir cachée derrière l'armoire et est allée dans sa chambre. J'ai attendu quelques secondes et je me suis approchée de la porte de ma chambre. À l'intérieur, Juvenal dormait profondément, le torse nu et les draps défaits, l'odeur dans l'air, cette odeur, le parfum fort de ma mère imprégnait l'environnement. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Je suis retournée en chancelant vers le canapé, incapable de traiter ce que je venais de voir. J'ai passé le reste de la nuit éveillée, les yeux fixés au plafond, essayant de trouver une explication qui ne soit pas l'évidence. Peut-être que ma mère était allée réveiller Juvenal pour l'aider avec quelque chose. Peut-être qu'il se sentait mal. J'essayais de me convaincre de n'importe quoi qui ne soit pas la vérité douloureuse qui se formait dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai préparé le café comme je le faisais toujours. J'ai souri à ma mère quand elle est apparue dans la cuisine et j'ai dit au revoir à Juvenal quand il est parti au travail. Mais à l'intérieur, j'étais lacérée. J'avais besoin de preuves concrètes. J'avais besoin d'être sûre avant de faire une quelconque accusation. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à faire plus attention à tout. J'ai remarqué que ma mère ne préparait la tisane que pour moi, jamais pour elle ou pour Juvenal. J'ai remarqué comment elle attendait jusqu'à ce que je boive la dernière goutte, toujours avec ce même sourire sur le visage. Et j'ai commencé à remarquer comment je me sentais après avoir bu la tisane. Ce n'était pas un sommeil naturel. C'était comme si j'étais tirée vers un abîme, incapable de résister ou de me réveiller facilement. C'est alors que j'ai élaboré un plan. Un soir, quand ma mère m'a apporté la tisane, j'ai attendu qu'elle se retourne pour ranger quelque chose dans la cuisine et j'ai rapidement versé le liquide dans un pot de fleurs qui se trouvait à côté du canapé. J'ai fait semblant de boire le reste quand elle est revenue et puis j'ai simulé les premiers signes de somnolence qu'elle connaissait bien. « Je suis si fatiguée, maman », ai-je murmuré, feignant que mes yeux étaient sourds. « Je crois que je vais dormir ici même aujourd'hui. »« Dors bien, ma fille », a-t-elle répondu, avec cette voix doucereuse qui me semblait maintenant si fausse. « Repose-toi bien. » J'ai fermé les yeux et contrôlé ma respiration, feignant de m'être profondément endormie. J'ai senti quand ma mère s'est approchée de moi, j'ai entendu quand elle a appelé mon nom doucement, et je n'ai pas réagi quand elle a tapoté légèrement mon épaule pour vérifier si je dormais vraiment. Satisfaite de mon état supposé inconscient, ma mère a quitté le salon. J'ai légèrement ouvert les yeux et elle était allée dans sa chambre. J'ai attendu patiemment, avec le cœur battant si fort que je craignais qu'on puisse l'entendre.
Environ une demi-heure plus tard, quand Juvenal est rentré du travail, il est passé par le salon, m'a vu dormir sur le canapé, comme d'habitude, et est allé directement dans la chambre. Peu après, ma mère est sortie silencieusement de sa chambre et est entrée dans la nôtre. Des larmes coulaient sur mon visage pendant que je restais là à faire semblant de dormir, sachant exactement ce qui se passait à quelques mètres de distance. Le grincement du lit, les chuchotements, les rires étouffés. Tout ce que je pensais faire partie de mes rêves confus était en réalité la cruelle vérité qui se produisait chaque nuit sous mon propre toit. Je suis restée immobile pendant des heures, pleurant silencieusement, jusqu'à ce que les bruits cessent et que ma mère retourne dans sa chambre. C'est seulement alors que je me suis permis de me lever, les jambes tremblantes et le cœur brisé. Je suis allée jusqu'au pot de fleurs où j'avais jeté la tisane et, à la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, j'ai pu voir que les feuilles de la plante, qui étaient auparavant vigoureuses et vertes, étaient maintenant flétries et jaunies. C'était la confirmation finale. Ma propre mère me droguait pour pouvoir se coucher avec mon mari. La double trahison était plus que je ne pouvais supporter. J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir à quoi faire, comment les confronter, comment continuer ma vie après une telle trahison. Le lendemain matin, pendant que ma mère et Juvenal dormaient, chacun dans sa chambre comme si rien ne s'était passé, je suis sorti tôt et je suis allé à la pharmacie de M. Olegario, un vieux monsieur qui connaissait toutes les herbes et les remèdes. J'ai apporté un échantillon de la tisane que j'avais gardé dans un flacon. « Monsieur Olegario, pourriez-vous me dire ce qu'il y a dans cette tisane ?» ai-je demandé, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Le vieux pharmacien a examiné le liquide, l'a senti et a même goûté une petite quantité. Son visage ridé s'est contracté dans une expression inquiète. « Ma fille, il y a ici de l'anis étoilé, de la camomille, mais aussi une quantité significative de valériane et de passiflore en concentration très élevée. C'est une combinaison puissante de sédatifs naturels. Qui prend cela ? Moi, ai-je répondu en sentant un nœud dans la gorge. Ma mère me donne cette tisane tous les soirs pour aider avec l'insomnie. Monsieur Olegario a secoué la tête, visiblement préoccupé. Ce n'est pas une simple tisane pour l'insomnie, ma jeune fille. Cette concentration pourrait laisser même un homme grand comme Sébastien de l'épicerie inconscient pendant des heures. Ce n'est pas sûr de prendre cela régulièrement. Ça peut causer des dommages à l'estomac et au foie avec le temps. Je suis sortie de la pharmacie avec la confirmation que je craignais, mais qu'au fond, je savais déjà. Maintenant, j'avais des preuves concrètes. Ma mère ne me trahissait pas seulement avec mon mari. Elle m'empoisonnait délibérément pour pouvoir le faire. La douleur de la trahison a fait place à une colère froide et calculatrice. Ils paieraient tous les deux, et je savais déjà exactement comment faire en sorte que cela arrive. Vous n'imaginez pas comme il a été difficile de retourner à la maison ce jour-là, de regarder dans les yeux de ma propre mère et de mon mari et de faire semblant que tout était normal. Chaque faux sourire d'eux me coupait comme un couteau, mais je savais que je devais être forte et intelligente. Comme disait ma grand-mère Gertrude, l'eau douce sur la pierre dure, à force de taper, finit par percer. Et j'allais percer leurs mensonges d'une façon qu'ils n'oublieraient jamais. Pendant toute une semaine, j'ai continué à faire semblant de boire la tisane tous les soirs. Je la jetais discrètement dans la plante ou, quand ce n'était pas possible, je la cachais dans un petit mouchoir dans la manche de ma robe. Je feignais de tomber dans un sommeil profond et j'observais, le cœur serré, ma mère et Juvenal, poursuivant leur ignominie. Chaque nuit était un nouveau coup dans mon âme, mais cela renforçait aussi ma détermination. Pendant ce temps, durant la journée, je planifiais. C'est alors que m'est venue l'idée de faire un dîner en hommage à mon défunt père, un événement qui réunirait non seulement la famille, mais toute la communauté qui le respectait. Monsieur Gervais avait été un homme honorable, secrétaire à la mairie pendant des années et connu pour sa droiture. L'ironie d'utiliser sa mémoire pour démasquer la trahison de ma mère ne m'échappait pas, mais je sentais que lui, de là où il était, approuverait mon action. « Maman, je pensais faire un dîner à la mémoire de papa samedi prochain », ai-je commenté négligemment pendant le petit déjeuner. Cela fait déjà 3 mois qu'il est parti, et je pense que ce serait beau de réunir ses amis, les gens de l'église, pour un hommage. Ma mère a hésité un instant. Un éclair d'inquiétude est passé dans ses yeux,
mais a vite été remplacé par ce masque de bonté qu'elle portait si bien. Quelle idée merveilleuse, ma fille. Ton père mérite cet hommage. Je vais inviter tout le monde, ai-je continué en observant chacune de ses réactions. Le père Anténor, Madame Joseph de la pharmacie, le docteur Mendonça, tous ceux qui connaissaient et respectaient le papa. Ma mère ne pouvait pas refuser sans éveiller des soupçons. La date a été fixée, les invitations envoyées, et pendant ce temps, je me préparais méticuleusement pour celle qui serait la nuit de ma vengeance. La veille du dîner, je suis retournée à la pharmacie de M. Olegario. Le monsieur était déjà en train de fermer la porte quand je suis arrivée. « Pardonnez-moi pour l'heure, monsieur Olegario, mais j'ai besoin d'une faveur spéciale, » ai-je dit, tenant fermement mon sac. « J'ai besoin de plus d'informations sur ces herbes de la tisane. » Le vieux pharmacien m'a regardé avec curiosité, mais m'a laissé entrer. J'ai expliqué que j'avais besoin de savoir exactement quels effets ce mélange causait, combien de temps il durait et s'il y avait un antidote quelconque. Je n'ai pas expliqué la vraie raison, bien sûr. J'ai simplement dit que c'était pour mieux comprendre ce qui m'arrivait. Ces herbes en haute concentration causent une somnolence profonde, environ 15 à 20 minutes après ingestion, a-t-il expliqué. L'effet peut durer de 4 à 6 heures, selon la personne et la quantité. Quant à un antidote, eh bien, le temps est le meilleur remède, mais un café fort peut aider la personne à se réveiller plus rapidement. J'ai remercié pour les informations et, avant de sortir, j'ai acheté quelques ingrédients dont j'aurais besoin pour mon plan. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, repassant mentalement chaque détail de ce que je ferais le jour suivant. Le samedi s'est levé ensoleillé, un de ces jours parfaits au ciel bleu qui semble vous sourire. Pendant que nous préparions la maison pour recevoir les invités, j'ai remarqué que ma mère était nerveuse, faisant tomber des choses et vérifiant l'horloge constamment. « Tout va bien, maman ?» ai-je demandé avec une fausse préoccupation. « Oui, je veux juste que tout soit parfait pour l'hommage à ton père. » Elle a répondu sans me regarder dans les yeux. Juvenal aussi semblait inquiet. Il faisait le tour de la maison, fumant plus que d'habitude, évitant de rester trop près de ma mère quand j'étais à proximité. Si je n'avais pas su ce qui se passait, peut-être n'aurais-je pas remarqué ces petits signes. Mais maintenant, avec mes yeux ouverts à la vérité, chaque geste, chaque regard échangé entre eux était comme un livre ouvert pour moi. L'après-midi, alors que nous finalisions les préparatifs, je suis allée à la cuisine sous prétexte de préparer un rafraîchissement. En réalité, je préparais mon piège. Avec soin, j'ai mélangé les mêmes herbes que ma mère utilisait dans sa tisane, suivant exactement la recette que M. Olegario m'avait expliquée. J'ai fait 2 bouteilles de liqueur maison, une normale pour les invités et une spéciale pour ma mère et Juvenal. Les invités ont commencé à arriver vers 19 heures. Notre petit foyer était plein. Le père Anténor, le maire et son épouse, les voisins, les amis de mon père à la mairie et pratiquement toute la communauté respectable de la ville. Tous étaient venus rendre hommage à un homme qui fut un exemple de caractère et d'honnêteté. Pendant le dîner, j'ai servi les meilleurs plats que j'ai pu préparer. Poulet rôti, gratin de riz, kefté, farce et les desserts dont ma mère était si fière. L'ironie ne m'échappait pas. Elle, qui trahissait non seulement le mari décédé à travers sa mémoire, mais aussi sa propre fille, avait encore l'audace de sourire et d'accepter des compliments pour les desserts servis en hommage à l'homme qu'elle avait trahi. Après le repas, quand tout le monde était satisfait et que les conversations coulaient gaiement dans le salon, j'ai annoncé que je servirais une liqueur spéciale pour un toast à la mémoire de mon père. Cette liqueur a été faite avec les fruits que mon père aimait tant, ai-je expliqué en servant les invités avec la bouteille normale. Et pour ma mère et mon mari, ai-je continué en prenant l'autre bouteille, j'en ai fait une encore plus spéciale avec les herbes de notre jardin. Personne n'a remarqué le changement de bouteille, ni l'éclat de détermination dans mes yeux quand j'ai personnellement servi les verres de ma mère et de Juvenal. Ils ont bu sans hésiter. Après tout, quel mal pourrait-il y avoir dans une liqueur servie par la fille et épouse dévouée? J'ai levé mon verre et j'ai proposé un toast à mon père, Gervais Pereira da Silva, homme intègre qui nous a enseigné la valeur de l'honnêteté et de la loyauté. Tous ont levé leurs verres. J'ai vu ma mère déglutir en entendant les mots honnêteté et loyauté.
mais elle a quand même bu. Juvenal a vidé son verre d'un seul trait, probablement en essayant de calmer ses nerfs. Les minutes sont passées et j'observais attentivement pendant que la liqueur faisait effet. D'abord, ma mère a commencé à cligner des yeux plus fréquemment, comme si elle luttait contre le sommeil. Ensuite, Juvenal a commencé à traîner les mots, confus. En environ 20 minutes, tous deux étaient visiblement altérés, luttant pour garder les yeux ouverts et la posture droite sur leur chaise. Les invités ont commencé à remarquer. J'ai entendu des chuchotements préoccupés. J'ai vu des regards confus être échangés. C'était le moment que j'attendais. « Maman, vous vous sentez bien ?» ai-je demandé à voix haute, m'assurant que tout le monde entende. « Vous semblez si somnolente, presque comme je le suis toutes les nuits après avoir bu votre tisane spéciale. » Ma mère a essayé de répondre, mais sa langue semblait trop lourde. Ses yeux écarquillés montraient qu'elle commençait à comprendre ce qui se passait. « Et toi, Juvenal, tu as aussi sommeil ? C'est étrange, n'est-ce pas ? Presque comme si quelqu'un avait mis quelque chose dans votre boisson. » Un silence pesant est tombé sur la salle. Tous les yeux étaient sur moi. Certains confus, d'autres commençant à comprendre que quelque chose de très grave se passait. D'une voix ferme, malgré le cœur accéléré, j'ai continué. Je voudrais que tous ceux qui sont ici présents sachent la vérité sur ce qui s'est passé dans cette maison depuis la mort de mon père. Et alors, devant toute la communauté, j'ai tout révélé. Comment ma mère me droguait chaque nuit avec une tisane chargée de sédatifs naturels, comment elle se glissait dans la chambre que je partageais avec mon mari, comment tous deux me trahissaient, non seulement moi, mais aussi la mémoire de mon père. La liqueur que je leur ai servie, ai-je expliqué en sortant un papier de ma poche, contient exactement les mêmes ingrédients que le pharmacien, M. Olegario, a identifiés dans la tisane que ma mère me donnait chaque nuit. Voici l'analyse qu'il a faite. J'ai remis le papier au père Anténor, qui l'a lu avec une expression d'horreur croissante. Ma mère et Juvenal, maintenant presque incapables de rester assis, me regardaient avec un mélange de colère et de peur. « Je n'ai pas fait cela par vengeance mesquine, » ai-je dit, bien que tous ceux présents savaient que c'était exactement cela. Je l'ai fait pour que la vérité vienne à la lumière, pour que tous sachent qui sont vraiment Zuleika et Juvenal, derrière les masques de décence qu'ils portent. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le choc sur les visages des invités, le mépris naissant dans leurs regards quand ils regardaient ma mère et mon mari. Le père Anténor a été le premier à se lever. « Eudoxie, ma fille, ce que vous avez fait aujourd'hui est inhabituel, » a-t-il dit, choisissant soigneusement ses mots. « Mais je comprends votre douleur. Ce que votre mère et votre mari ont fait est impardonnable aux yeux de Dieu et des hommes. » Un par un, les invités ont commencé à se lever. Certains sont venus jusqu'à moi, ont serré mes mains en solidarité silencieuse. D'autres sont simplement sortis, incapables de faire face au drame qui se déroulait. J'ai vu Madame Joseph, l'épouse du pharmacien, cracher par terre près de l'endroit où ma mère était assise avant de sortir par la porte. En moins d'une demi-heure, la maison était vide, sauf nous trois. Ma mère et Juvenal, maintenant complètement dominés par l'effet des herbes, parvenaient à peine à garder les yeux ouverts. Je les ai regardés, ma propre mère et l'homme qui avait promis de m'honorer et de me respecter, et j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de vide. « Je vais sortir maintenant », ai-je annoncé en prenant une petite valise que j'avais préparée en cachette. « Quand vous vous réveillerez, je veux que vous ayez déjà quitté ma maison. » Ma mère a réussi à murmurer quelque chose d'inintelligible, peut-être une supplique, peut-être une malédiction. Je ne suis pas resté pour le découvrir. La tête haute, je suis sorti par la porte d'entrée, laissant derrière moi non seulement la maison, mais toute une vie construite sur des mensonges. Cette nuit de 1963 a marqué la fin de la jeune fille naïve que j'étais et le début de la femme forte que je deviendrais. J'ai marché dans la rue sombre en direction de la maison de Madame Mathilde, mon ancienne institutrice, la seule personne en qui j'avais assez confiance pour demander refuge cette nuit-là. Le chemin ne m'a jamais paru si long et, en même temps, si libérateur. Les larmes qui coulèrent sur mon visage n'étaient plus de douleur ou d'humiliation. C'étaient des larmes de soulagement, d'un poids étant retiré de mes épaules. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que, pour la première fois depuis longtemps, je vivrais une vie honnête.
Et cela, mes chers, était tout ce qui importait à ce moment-là. Avez-vous déjà eu l'impression de flotter hors de votre propre corps? C'est ainsi que je me suis senti dans les jours qui ont suivi cette nuit. Il semblait que j'observais ma propre vie de loin, comme si j'étais un personnage de feuilleton radiophonique. La nouvelle de ce qui s'était passé à ce dîner s'est répandue dans la ville comme le feu dans la paille sèche. En moins de 24 heures, il n'y avait pas une seule personne dans toute la municipalité qui ne connaisse la trahison de Zuleika et Juvenal et la façon dont je les avais exposés publiquement. Je suis resté hébergé chez Madame Mathilde pendant presque 2 semaines. Elle a été un ange dans ma vie à ce moment si difficile. Elle ne posait pas de questions, ne me jugeait pas, m'offrait simplement une épaule amicale quand les larmes venaient, et elles venaient fréquemment, surtout la nuit. « Le temps guérit tout, Eudoxie », me disait-elle en me servant une tasse de vraie tisane, sans rien d'autre que de la mélisse et un peu de sucre. J'hésitais en voyant le liquide fumant, et elle, percevant ma méfiance, goûtait d'abord pour me montrer que c'était sans danger. De petits gestes comme celui-ci m'ont aidé à commencer à faire confiance aux gens à nouveau. Le 3e jour après le dîner, j'ai reçu la visite du père Anténor. Il est venu non seulement en tant que représentant de l'Église, mais en ami de la famille. Nous nous sommes assis sur la petite véranda de la maison de Madame Mathilde, et il m'a informé que ma mère avait quitté la ville le matin suivant le dîner. Elle a pris le train de 6 heures pour la capitale, a-t-il dit. Personne ne sait exactement où elle est allée après cela. Quant à Juvenal, le prêtre m'a dit qu'il avait été licencié de la sucrerie. Le propriétaire, qui était un homme aux fortes valeurs familiales, n'a pas voulu garder dans son personnel quelqu'un de caractère si douteux. Juvenal était logé à la pension de Madame Eulalie, buvant plus qu'il ne devrait et évitant de sortir dans les rues pour ne pas affronter les regards de mépris de la communauté. « Il veut vous parler », a dit le prêtre. « Il dit qu'il a des choses à expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, mon père, » ai-je répondu, sentant mon cœur se durcir. Ce que j'ai vu de mes propres yeux et ce dont tous ont été témoins cette nuit-là dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le prêtre n'a pas insisté. Avant de partir, il m'a laissé une enveloppe. À l'intérieur, il y avait de l'argent, une collecte faite parmi les membres de l'Église pour m'aider à recommencer. J'ai été profondément touché par ce geste de solidarité. Dans une petite ville comme la nôtre, où le divorce était pratiquement impensable et où généralement la femme était blâmée pour tout problème conjugal, ce soutien signifiait beaucoup. 1 semaine après l'incident, j'ai pris courage et je suis retourné dans ma maison. Ce fut une expérience étrange d'ouvrir cette porte à nouveau. L'odeur de moisi et de nourriture avariée m'a accueilli. Les restes du dîner étaient encore sur la table, maintenant couverts d'une fine couche de moisissure. Il semblait qu'1 siècle s'était écoulé, pas seulement quelques jours. J'ai passé des heures à tout nettoyer, à ouvrir les fenêtres, à laisser l'air frais entrer. Je voulais éliminer toute trace de cette nuit, tout souvenir de cette trahison. En rangeant la chambre que je partageais avec Juvenal, j'ai trouvé sous le lit une petite boîte en bois que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres échangées entre ma mère et mon mari. Certaines dataient d'avant même le décès de mon père. La trahison, ai-je découvert avec horreur, n'avait pas commencé quand ma mère est venue vivre avec nous. Elle existait déjà depuis des mois, peut-être des années. Lire ces lettres fut comme recevoir un nouveau coup, encore plus douloureux que le premier, non seulement par la durée de la liaison, mais par les mots cruels que tous deux utilisaient pour se référer à moi. « L'idiote ne se doute de rien », écrivait ma mère dans l'une des lettres. Elle est exactement comme son père, si naïve que ça en fait pitié. Dans une autre lettre, Juvenal écrivait « Après que ton mari aura quitté ce monde, tu pourras venir vivre avec nous. Je m'occuperai d'Eudoxie. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un complot. Prévoyait-il quelque chose contre moi? Mon père était-il vraiment mort de cause naturelle? Ces questions m'ont tourmenté pendant des jours, des nuits d'insomnie où je revivais chaque moment, chaque détail des derniers mois. J'ai brûlé les lettres dans le jardin, une par une, voyant les mots venimeux se transformer en cendres. Avec chaque flamme, je sentais un morceau de mon ancien cœur, ce cœur naïf et confiant, brûlé aussi. Il n'y avait plus de place pour cette Eudoxie en moi. Il était temps de me réinventer.
C'est à cette époque que j'ai pris la décision la plus difficile et en même temps la plus libératrice de ma vie. Je demanderai le divorce. En 1963, dans une petite ville de province, une femme divorcée était pratiquement une paria sociale. Mais je ne me souciais plus du jugement d'autrui. J'avais déjà perdu tout ce que je pouvais perdre en termes de réputation. J'ai cherché le seul avocat de la ville, Maître Moret, un monsieur âgé qui avait étudié dans la capitale et avait des idées plus progressistes que la majorité des habitants locaux. J'ai expliqué ma situation, montré le rapport du pharmacien prouvant les sédatifs dans la tisane et mentionné les témoins de la soirée du dîner. « Ce sera un processus difficile, Madame Eudoxie », m'a-t-il averti, ajustant ses lunettes de lecture. La loi ne favorise pas la femme dans ces cas et monsieur le juge de la circonscription est assez conservateur. Je ne me soucie pas de la difficulté, maître, ai-je répondu, déterminé. Je veux juste retrouver ma liberté. La procédure de divorce s'est étalée sur presque 1 an. Juvenal a initialement refusé de donner son accord. Il est revenu à notre maison plusieurs fois, ivre, implorant le pardon, jurant que ma mère l'avait séduit, qu'il était la véritable victime de l'histoire. Je le renvoyais, chaque fois plus forte dans ma décision. La ville s'est divisée. Bien que la majorité soutenait ma cause, il y avait ceux qui croyaient qu'une épouse devait pardonner à son mari, que le mariage était sacré et indissoluble, quelles que soient les circonstances. J'ai reçu des regards de désapprobation à l'église, des chuchotements quand je passais par la place, et même quelques portes fermées à mon nez quand j'ai cherché du travail. C'est pendant cette période que j'ai redécouvert mon talent pour la couture. Depuis petite, j'avais de l'habileté avec l'aiguille et le fil, mais je n'avais jamais pensé à en faire une profession. J'ai commencé à faire de petites réparations pour les voisins, des ajustements de robes, des ourlets de pantalons. L'argent était peu, mais me permettait de survivre sans dépendre de la charité d'autrui. Peu à peu, ma réputation de couturière a grandi. Les dames de la ville, même celles qui n'approuvaient pas ma décision de divorcer, ne pouvaient nier que j'avais des mains de fée pour transformer un simple morceau de tissu en une pièce élégante. J'ai commencé à recevoir des commandes pour des fêtes, des robes de mariée, des vêtements pour occasions spéciales. Je travaillais dans la petite pièce du fond de ma maison, que j'ai transformée en atelier. C'était un espace étroit, avec seulement une machine à coudre ancienne que j'avais achetée d'occasion, une table pour la coupe et quelques mannequins improvisés. Mais pour moi, c'était un sanctuaire. Là, entre coupons et bobines de fil, je me sentais en paix. Chaque point donné dans le tissu était comme recoudre les morceaux de mon cœur brisé. À la fin de 1964, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais tant. Le juge avait accordé mon divorce. Ce ne fut pas un processus facile ni bon marché. J'ai dû vendre quelques bijoux que j'avais hérités de ma grand-mère pour payer les honoraires de l'avocat. Mais quand je suis sortie du tribunal, avec les papiers signés en main, j'ai senti comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Juvenal a quitté la ville peu après, sans dire au revoir à personne. J'ai appris des années plus tard qu'il avait fini dans une petite ville du Mato Grosso, où il s'était remarié et avait eu plusieurs enfants. Quant à ma mère, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant longtemps. C'était comme si elle avait disparu de la face de la terre, et j'avoue que je préférais ainsi. Avec le divorce finalisé et ma petite affaire de couture prospérant, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai peint la maison d'une couleur différente, un jaune doux qui rappelait la lumière du soleil levant. J'ai changé tous les meubles de place, jeté des objets qui me rappelaient des souvenirs douloureux et commencé à fréquenter le ciné-club de la ville le dimanche. C'est lors d'une de ces séances de cinéma, au milieu de 1965, que j'ai connu Armand. Il était veuf, quelques années plus âgé que moi, et s'était récemment installé dans notre ville avec ses 2 petites filles, Claire de 7 ans et Marine de 5 ans. Il était professeur à l'école municipale et avait des yeux gentils qui ne cachaient pas la tristesse de quelqu'un qui avait aussi affronté ses propres tempêtes dans la vie. Notre rapprochement a été lent, prudent. Nous portions tous deux des cicatrices profondes et des peurs que nous ne pouvions ignorer. Nous avons commencé comme amis, conversant après les séances de cinéma sur les films que nous regardions, partageant des opinions sur des livres et éventuellement sur nos histoires personnelles. « Vous êtes une femme courageuse, Eudoxie », m'a-t-il dit une fois alors que nous marchions sur la place après une séance de Casablanca.
Beaucoup se seraient résignés, auraient accepté la situation pour maintenir les apparences. Ce n'était pas du courage, ai-je répondu en réfléchissant à tout ce que j'avais traversé. C'était de la survie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Armand a compris. Lui aussi avait affronté sa part de pertes et de recommencement. Son épouse était décédée pendant l'accouchement de sa fille cadette, le laissant seul avec 2 petits enfants à élever. Il s'était installé dans notre ville à la recherche d'un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux. À cette époque, 2 personnes marquées par la vie, avec des histoires de perte et de trahison, trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Cela semblait être l'intrigue d'un des romans que j'aimais tant lire, mais il n'y avait rien de fictif dans les sentiments qui commençaient à fleurir entre nous. C'était réel, c'était effrayant, et c'était la plus belle chose qui m'était jamais arrivée. Le premier baiser d'Armand fut comme poser le pied sur la terre ferme après avoir été longtemps à la dérive en mer. Cela s'est passé un soir de juillet 1965, après une récitation de poésie à la bibliothèque municipale. Nous marchions sous les étoiles, l'air froid nous faisant marcher plus près l'un de l'autre. Quand il s'est arrêté soudainement, a tenu mes mains entre les siennes et, la voix chargée d'émotion, a demandé la permission de m'embrasser. Personne ne m'avait jamais demandé la permission avant. Ce simple geste de respect a fait que mon cœur, déjà enclin à l'aimer, s'est donné complètement. Notre relation a progressé avec la prudence de 2 survivants qui connaissent la vraie valeur des choses. Armand respectait mes silences, comprenait mes peurs et ne me pressait jamais. Quand je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, encore poursuivi par les fantômes du passé, il tenait simplement ma main jusqu'à ce que je me calme, sans poser de questions, sans exiger d'explications. Ses filles, Claire et Marine, furent un autre défi au début. 2 petites filles qui avaient perdu leur mère si tôt et qui voyaient maintenant une étrangère s'approcher de leur père. Claire, l'aînée, était particulièrement réservée, m'observant avec des yeux méfiants, comme si j'étais une intruse, essayant de voler la place qui appartenait à sa mère. Je n'ai pas essayé de remplacer qui que ce soit. Au lieu de cela, j'ai construit ma propre place dans leur cœur, avec patience et respect pour la mémoire qu'elle gardait. J'ai commencé par enseigner à Claire la couture, puisqu'elle montrait toujours de la curiosité quand elle me voyait travailler. Ses premières tentatives étaient maladroites, les points irréguliers, mais la joie sur son visage quand elle a réussi à faire son premier petit sac en patchwork était comme un rayon de soleil un jour nuageux. Avec Marine, la connexion est venue à travers les histoires. Je lui lisais tous les soirs, donnant différentes voix à chaque personnage, créant des mondes magiques où le bien triomphait toujours du mal, où les princesses se sauvaient elles-mêmes, où le courage et la bonté étaient récompensés. Peu à peu, la petite fille qui se cachait derrière son père quand j'arrivais a commencé à courir dans mes bras, impatiente pour l'histoire du jour. Ce fut Marine, d'ailleurs, qui m'a appelée maman pour la première fois. C'est arrivé un après-midi ordinaire. Nous étions dans la cuisine en train de faire des biscuits à la cannelle. La pâte collait à nos doigts, de la farine était répandue sur le comptoir et des rires remplissaient l'environnement. Soudain, elle m'a regardée et a dit avec la simplicité propre aux enfants : « Maman, je peux faire un biscuit en forme d'étoile ?» Le temps a semblé se figer. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes alors que j'assimilais ce petit mot de 3 lettres qui portait un univers de signification. Je n'ai pas corrigé Marine, je n'ai fait qu'acquiescer de la tête, incapable de parler à cause du nœud qui s'était formé dans ma gorge, et je lui ai tendu l'emporte-pièce en forme d'étoile. Ce soir-là, j'ai raconté à Armand ce qui s'était passé. Je craignais qu'il ne soit contrarié, qu'il ne pense que j'essayais d'usurper la place de sa défunte épouse. Au lieu de cela, il m'a serré fort et a pleuré. Les premières larmes que je l'ai vu verser. « Ma Jeanne est morte en nous donnant Marine », a-t-il murmuré entre les sanglots. Sa dernière demande était que je trouve quelqu'un qui aime nos filles autant qu'elle les aimait. Je crois que j'ai enfin tenu ma promesse. Nous nous sommes mariés au printemps 1966, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison que nous avons achetée ensemble. Ce ne fut pas un mariage traditionnel. Après tout, nous étions un veuf et une divorcée à une époque où cela causait encore des murmures. Mais ce fut authentique, entouré seulement de personnes qui comptaient vraiment. Les filles, quelques amis proches, Madame Mathilde, Maître Moret,
qui s'était occupé de mon divorce, et le père Anténor, qui a accepté de nous donner une bénédiction, même sans pouvoir officialiser l'union par l'Église. Ma robe, bien sûr, a été faite par moi-même. Un modèle simple en satin couleur ivoire, sans les exagérations d'une robe de mariée traditionnelle, mais avec des détails délicats de dentelle aux poignets et au col. Armand disait que j'étais plus belle que n'importe quelle star de cinéma. Les filles ont jeté des pétales de rose sur le chemin que j'ai parcouru jusqu'au petit hôtel improvisé. Et Claire, dans une démonstration d'acceptation qui m'a profondément émue, fut celle qui a remis les alliances. Notre vie ensemble a commencé officiellement ce jour-là, mais en vérité nous étions déjà une famille bien avant cela. Une famille construite non par le sang ou par des obligations sociales, mais par choix, par amour véritable, par respect mutuel, tout ce qui a manqué dans mon premier mariage. Le petit atelier que j'ai commencé au fond de mon ancienne maison a grandi et s'est transformé en une boutique propre dans la rue principale de la ville. L'atelier Eudoxie avait maintenant 3 couturières travaillant avec moi, et nos créations étaient recherchées non seulement par les dames de notre ville, mais aussi des communes voisines. Nous nous sommes spécialisés dans les robes de mariée et les vêtements pour occasions spéciales. Chaque pièce unique, faite à la main avec dévouement et affection. Armand a continué à enseigner, devenant éventuellement directeur de l'école municipale. Son dévouement à l'éducation était inspirant. Il croyait que les livres et la connaissance étaient les clés pour un monde meilleur et transmettait cet amour de l'apprentissage non seulement à ses élèves, mais aussi à nos filles. Et oui, elles étaient nos filles maintenant. Avec le temps, l'adoption qui avait commencé dans le cœur est devenue officielle sur papier. Armand a suggéré que j'adopte légalement Claire et Marine, pour qu'elles aient tous les droits, comme mes filles, au cas où il lui arriverait quelque chose. Le processus fut long et bureaucratique, mais en 1968, j'ai enfin reçu les documents qui officialisaient ce que mon cœur savait déjà. J'étais mère. Être mère sans avoir engendré, élever des filles qui ne sont pas venues de mon ventre, a été une des plus grandes bénédictions de ma vie. Claire et Marine ont rempli un vide que je ne savais même pas exister en moi. Les voir grandir, apprendre, se développer en femmes fortes et indépendantes a été et continue d'être ma plus grande réalisation. Claire a hérité de mon talent pour la couture et quand elle a grandi, a élargi l'entreprise familiale pour inclure une ligne de vêtements pour enfants qui a connu un grand succès. Marine a suivi les pas de son père et est devenue professeure, toujours avec un livre sous le bras et des histoires merveilleuses à raconter. Les années 70 ont apporté des vents de changement pour la France et pour notre famille. La ville a grandi, s'est modernisée, ils ont installé la première télévision sur la place et tout le monde se réunissait pour regarder les feuilletons et les émissions en public. L'atelier a dû s'adapter aux nouvelles modes, les jupes sont devenues plus courtes, les tissus plus audacieux, les couleurs plus vibrantes. J'ai appris à coudre le jean, à travailler avec le jersey, à créer des pièces qui reflétaient les nouveaux temps sans perdre l'élégance qui a toujours été notre marque de fabrique. C'est aussi dans les années 70 que j'ai eu des nouvelles de ma mère pour la première fois depuis cette nuit fatidique. Une lettre est arrivée, l'enveloppe jaunie par le temps, le cachet indiquant qu'elle venait d'une petite ville dans le sud de la France. Ma main a tremblé en reconnaissant l'écriture. Pendant un moment, j'ai pensé à jeter la lettre sans l'ouvrir, à préserver la paix que j'avais conquise avec tant d'efforts. Mais quelque chose en moi, peut-être de la curiosité, peut-être un dernier vestige d'amour filial, m'a fait rompre le cachet. La lettre était courte, écrite avec une écriture tremblante qui rappelait à peine la calligraphie ferme que ma mère avait dans le passé. Elle racontait qu'elle était malade, un cancer qui se propageait rapidement. Les médecins lui avaient ordonné quelques mois à vivre. Elle ne demandait pas pardon explicitement, mais les sous-entendus étaient chargés de regrets. Elle terminait en disant qu'elle aimerait me voir une dernière fois avant de partir. J'ai passé des jours à débattre avec moi-même sur quoi faire. Armand, toujours sensé, a dit que la décision était exclusivement la mienne et qu'il me soutiendrait quelle qu'elle soit. Les filles, maintenant adolescentes, avaient des opinions divisées. Claire, plus pragmatique, pensait que ça ne valait pas la peine de rouvrir d'anciennes blessures. Marine, éternellement romantique, croyait aux secondes chances et à la rédemption. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé d'y aller, non pour ma mère, mais pour moi-même.
J'avais besoin de clore ce chapitre. J'avais besoin de regarder dans ses yeux une dernière fois et de me libérer complètement du passé. Le voyage fut long et fatigant. J'ai pris un train jusqu'à la capitale, puis un bus qui serpentait sur des routes de campagne jusqu'à cette petite ville perdue sur la carte. Je me suis logé dans la seule pension locale, un endroit simple mais propre, et j'ai demandé l'adresse qui figurait sur la lettre. C'était une maison modeste, en périphérie, presque une cabane. Le jardin était mal entretenu. Des mauvaises herbes poussaient entre ce qui devait avoir été des plates-bandes de fleurs. J'ai frappé à la porte avec le cœur accéléré, sans savoir à quoi m'attendre, quoi dire, quoi ressentir. Ce n'est pas ma mère qui a répondu, mais une voisine qui s'occupait d'elle. La femme m'a regardé de haut en bas, remarquant mes vêtements bien faits, mes cheveux arrangés, les petits signes d'une vie confortable que je ne pouvais pas cacher. « Vous devez être la fille », a-t-elle dit, sans détour. « Elle parle beaucoup de vous. Elle attend depuis des jours. » J'ai été conduite à une petite chambre étouffante, où l'odeur de médicaments et de maladies était presque suffocante. Dans le lit, disparaissant presque entre les draps, il y avait une femme que j'ai à peine reconnue comme ma mère. Zuleika, autrefois si vaniteuse, si altière, était réduite à la peau et aux os. Ses cheveux, qui un jour furent noirs et brillants, étaient maintenant clairsemés et complètement blancs. Les yeux, cependant, étaient toujours les mêmes et se sont écarquillés en me voyant entrer. « Eudoxie » a-t-elle murmuré, tendant une main tremblante dans ma direction. « Tu es venue » Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, gardant une distance sécuritaire. Je n'ai pas pris sa main, mais je n'ai pas reculé non plus quand elle a touché mon bras avec des doigts qui ressemblaient plus à des griffes. « Je suis venue », ai-je simplement répondu. Il n'y a pas eu de grands discours, ni de larmes dramatiques. Ma mère n'a pas demandé pardon directement, peut-être par orgueil, peut-être en sachant que certaines choses sont au-delà du pardon. Mais elle m'a raconté sa vie après avoir quitté notre ville, les années de solitude, les emplois mal rémunérés, la lutte quotidienne pour la survie. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste la constatation des faits, comme quelqu'un qui comprend finalement que nous récoltons ce que nous semons. Je suis restée avec elle pendant 3 jours, non par obligation, mais par une étrange compassion qui est apparue en voyant cette femme qui un jour fut si importante dans ma vie, réduite à un être si fragile, si solitaire. J'ai aidé la voisine à lui donner un bain, à changer les draps, à administrer les médicaments pour la douleur qui ne faisait déjà plus beaucoup d'effet. La nuit avant mon départ, alors qu'elle flottait entre la conscience et le délire causé par la morphine, j'ai finalement entendu les mots que j'avais peut-être attendus toute ma vie. « Pardonne-moi, ma fille », a-t-elle murmuré, les yeux mi-clos. « Je n'ai pas su être une mère pour toi. » Je n'ai pas répondu immédiatement. En moi, une tempête d'émotions contradictoires se débattait. Colère, ressentiment, pitié et quelque chose qui ressemblait à la paix. Finalement, je me suis penchée sur elle et j'ai dit la vérité. « Je te pardonne, maman, non pour ce que tu as fait, mais pour moi, pour pouvoir avancer sans le poids de la haine. » Elle a faiblement souri et fermé les yeux. Cette nuit-là, pendant que je veillais son sommeil agité, j'ai réalisé que le pardon n'était pas un cadeau que je lui faisais, mais à moi-même. C'était la libération finale, le dernier nœud qui se dénouait, me permettant de vivre pleinement le présent sans les chaînes du passé. Je suis rentré chez moi le jour suivant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un télégramme m'informant que Zuleika était décédée. Je n'ai pas pleuré. J'avais déjà fait mon deuil pour elle bien longtemps avant, cette nuit où j'ai découvert sa trahison, mais j'ai ressenti une étrange sérénité, comme si un cercle s'était enfin fermé. Les années ont passé comme les pages d'un livre, tournées par le vent. Les années 70 se sont transformées en années 80. Puis, en 90, et avant que je m'en rende compte, un nouveau siècle frappait à notre porte. Mes cheveux foncés ont gagné des fils argentés. Des rides se sont formées autour de mes yeux et de ma bouche, marque d'une vie avec beaucoup de sourires, malgré tout. Mes mains, toujours agiles avec l'aiguille et le fil, ont commencé à sentir le poids de l'âge, les doigts pas toujours aussi fermes qu'avant. L'atelier Eudoxie a prospéré au-delà de mes rêves les plus ambitieux.
en 1985, avec Claire assumant de plus en plus de responsabilités dans l'entreprise, nous avons étendu à une deuxième boutique dans la capitale. Nos créations sont apparues dans des magazines de mode et nous avons même habillé la fille d'un homme politique important pour son mariage. Une robe en dentelle. Renaissance qui a pris 6 mois à être finalisée et nous a valu un reportage dans le journal régional. Armand a pris sa retraite comme directeur d'école en 1988, après 30 ans dédiés à l'éducation. Nous avons organisé une fête surprise pour lui avec la présence de dizaines d'anciens élèves, certains déjà avec des cheveux gris et des enfants adultes. Le voir ému en recevant l'affection et la reconnaissance de tant de personnes dont il a touché la vie fut un des plus beaux moments que j'ai gardés en mémoire. Avec plus de temps libre, nous avons commencé à voyager. Rien de très extravagant. Nous n'étions pas riches, juste confortablement établis, mais nous avons réussi à connaître des endroits que nous n'avions vus qu'en photographie. Paris, avec sa tour Eiffel majestueuse, les châteaux de la Loire avec leur élégance impressionnante, les plages de la Côte d'Azur avec leurs eaux cristallines. Dans chaque endroit, je collectais des tissus locaux, des dentelles artisanales, des broderies typiques que j'incorporais ensuite dans mes créations. Les filles ont grandi, étudié, suivi leur propre chemin. Claire s'est mariée avec Paul, un comptable gentil et de bonne famille, en 1978. Sa robe, naturellement, fut mon chef-d'œuvre. 3 mois de travail méticuleux en soie pure et dentelle française, chaque perle cousue à la main avec amour. Ils ont eu 2 enfants, Gabriel et Lucie, mes premiers petits-enfants, qui ont apporté une joie complètement nouvelle dans ma vie. Marine a suivi un chemin moins conventionnel, toujours idéaliste. Elle a rejoint un groupe d'éducateurs qui apportait l'alphabétisation aux communautés rurales. Elle a voyagé à travers la campagne française, vivant avec peu de ressources matérielles, mais avec une richesse d'expérience qu'elle nous relatait dans des lettres longues et passionnées. En 1982, elle a rencontré Michel, un médecin qui partageait ses idéaux, et ensemble, ils ont fondé une petite école dans une communauté isolée des Alpes. Ils se sont mariés là même lors d'une cérémonie simple au bord d'un lac. Je n'ai pas pu faire sa robe. Elle a porté une simple robe blanche en coton décorée de fleurs sauvages, mais j'ai envoyé la couronne brodée de petites perles qui brillaient comme des gouttes de rosée. Même à distance, Marine et Michel nous ont offert 3 autres petits-enfants, Antoine, Clara et Cécile. Les enfants passaient les étés avec nous, remplissant la maison de rires et de désordre, d'histoires de montagnes et de lacs, et de questions infinies sur comment était la vie à mon époque. En 1992, Armand a subi sa première crise cardiaque. C'était un dimanche matin, nous prenions le café sur la véranda comme nous le faisions tous les week-ends. Soudain, il a pâli, a porté la main à la poitrine et s'est affaissé sur la chaise. Le temps a semblé se figer pendant que je criais à l'aide, pendant que l'ambulance arrivait, pendant que les médecins luttaient pour le stabiliser dans la petite urgence de l'hôpital municipal. Il a survécu, grâce à Dieu, et à la compétence de l'équipe médicale, mais cette frayeur nous a fait réévaluer nos priorités. Armand a dû réduire drastiquement son rythme, suivre un régime rigoureux, prendre une série de médicaments. J'ai décidé qu'il était temps de réduire aussi mes heures à l'atelier. Claire était déjà plus que prête à assumer complètement l'entreprise, et je voulais profiter de chaque moment avec mon mari, sachant maintenant, plus que jamais, combien la vie pouvait être fragile. Nous avons commencé à consacrer plus de temps au jardin, qui a toujours été la passion d'Armand. Nous avons planté des roses, des hortensias, des jasmins qui parfumaient les nuits d'été. Nous avons installé un banc sous le vieux pommier, où nous restions main dans la main à regarder le soleil se coucher, à parler de tout et de rien, parfois juste à apprécier le silence confortable de ceux qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Les après-midi plus frais, je lui lisais. Ses yeux n'étaient plus aussi bons qu'avant, et nous avons redécouvert ensemble les classiques qu'il aimait tant. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Marcel Proust. D'autres fois, il me racontait des histoires de son enfance dans un petit village de pêcheurs en Normandie, des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés avant, comme s'il organisait son coffre de souvenirs, mettant tout en ordre. C'est à cette époque que j'ai commencé à coudre d'une manière différente. Non plus des robes de fête ou des vêtements à la mode, mais des courtes pointes en patchwork. J'utilisais des morceaux de tissu significatifs.
Un bout de la robe de remise de diplôme de Claire, un morceau de la chemise préférée d'Armand, le ruban que Marine portait dans ses cheveux pour son premier jour d'école. Chaque carré racontait une histoire. Chaque point unissait non seulement des tissus, mais des souvenirs, des moments, des sentiments. En 1997, nous avons célébré nos noces de perles, 30 ans ensemble. Nos enfants ont organisé une fête surprise, réunissant des membres de la famille, des amis, d'anciens élèves d'Armand, d'anciennes clientes de l'atelier. Ce fut un après-midi émouvant, rempli d'accolades, de larmes de joie et de nombreuses histoires. Armand, toujours éloquent, a fait un discours qui a arraché des rires et ému tout le monde. Quand j'étais jeune, je pensais savoir ce qu'était l'amour. Puis, j'ai perdu ma première épouse et j'ai découvert ce qu'était la douleur. J'ai pensé que je ne retrouverais jamais l'amour, jusqu'à ce que Doxy entre dans ma vie et m'apprenne que le véritable amour n'est pas seulement la passion, c'est le choix, c'est la camaraderie, c'est construire ensemble quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je l'ai regardé à ce moment-là, ses yeux encore brillants, malgré l'âge, son sourire gentil qui m'avait conquise tant d'années auparavant, et j'ai ressenti une immense gratitude pour le chemin que nous avions parcouru ensemble. Qui aurait pu imaginer que cette jeune femme détruite par la trahison trouverait non seulement la guérison, mais un bonheur si complet? La seconde crise cardiaque d'Armand est survenue en 2002, plus sévère que la première. Cette fois, les médecins ont été francs. Son cœur était très compromis et il n'y avait pas grand-chose de plus qu'il pouvait faire, à part le médicamentaire pour contrôler les symptômes et rendre ses jours restants aussi confortables que possible. « Combien de temps ?» ai-je demandé au cardiologue pendant qu'Armand dormait sous sédation après la crise. « Impossible de préciser, Madame Eudoxie », a-t-il répondu avec une compassion sincère dans le regard. « Ce peut être un an, ce peuvent être des mois, chaque jour sera une bénédiction. » Et ainsi fut-il. Nous avons transformé notre chambre en une sorte d'infirmerie avec le lit d'hôpital positionné de façon à ce qu'Armand puisse voir le jardin par la fenêtre. Nous avons engagé une infirmière pour les soins plus techniques, mais j'ai insisté pour être la principale soignante. C'était mon tour de rendre tout l'amour et les soins qu'il avait toujours eus pour moi et pour nos filles. Marine a obtenu un congé de l'école dans les Alpes et est venue passer 3 mois avec nous, amenant les enfants. Claire a réorganisé son temps à l'atelier pour pouvoir être présente presque quotidiennement. Nos petits-enfants remplissèrent la maison les week-ends, s'asseyant sur le lit du grand-père pour écouter ses histoires, maintenant racontées d'une voix plus faible, mais toujours captivante. Même affaibli, Armand a gardé sa lucidité et sa bonne humeur jusqu'à la fin. Les nuits où la douleur était plus intense et que le sommeil ne venait pas, nous parlions de la vie que nous avions eue, de nos réussites et de nos erreurs, de l'héritage que nous laisserions. Il a exprimé peu de regrets, mais un désir très clair. Quand je partirai, je ne veux pas que tu te fermes à la vie, mon Eudoxie. Tu as encore tant à donner, tant à vivre. J'ai promis d'essayer, bien qu'au fond, je n'arrivais pas à imaginer comment serait la vie sans lui à mes côtés. Armand est décédé à l'aube d'un jour d'août 2003, sereinement pendant qu'il dormait. Ses derniers jours avaient été tranquilles, presque comme s'il se préparait pour le grand voyage. L'après-midi précédent, assis dans son fauteuil roulant dans le jardin, il avait commenté combien les roses étaient particulièrement belles cette année-là. Je comprends maintenant que c'était sa façon de dire au revoir à un des petits plaisirs que la vie lui avait donnés. Le deuil fut profond, écrasant à certains moments. Il y avait des jours où je me réveillais et pendant un bref instant, tendais la main vers le côté vide du lit, espérant trouver la chaleur familière de son corps. Le silence de la maison semblait assourdissant, même quand elle était pleine de visites, essayant de me consoler. Mais comme cela arrive toujours, le temps a adouci les arêtes de la douleur. Sans l'éliminer, on n'élimine jamais complètement le manque de quelqu'un de si aimé, mais la rendant plus supportable, la transformant en une compagne moins cruelle. Peu à peu, j'ai commencé à réorganiser ma vie. Je suis retournée fréquenter l'atelier quelques après-midi par semaine, non plus pour travailler effectivement, mais pour être près du mouvement des clientes, des jeunes couturières, qui maintenant apprenaient avec Claire. J'ai repris mon projet de courte pointe, incluant désormais des morceaux des vêtements d'Armand, préservant sa mémoire dans chaque point. En 2005, presque 2 ans après son départ,
j'ai concrétisé un rêve que nous avions ensemble. J'ai ouvert une petite bibliothèque communautaire annexée à l'atelier. La bibliothèque Armand Mendes offrait des livres en prêt gratuit, des séances de contes pour enfants et un espace accueillant où n'importe qui pouvait s'asseoir et lire en paix. Marine est revenue des Alpes spécialement pour l'inauguration, apportant des livres sur la culture montagnarde et la faune alpine pour enrichir la collection. La vie a continué son flux inexorable. Les petits-enfants ont grandi. Certains sont allés à l'université, d'autres ont commencé leur propre famille. En 2010, Gabriel, le fils de Claire, m'a fait arrière-grand-mère pour la première fois avec la naissance de la petite Sophie. Tenir ce bébé dans mes bras, voir en elle des traits de Claire, d'Armand et peut-être même un peu de moi-même, fut une expérience presque mystique, comme si le temps se pliait sur lui-même, connectant passé, présent et futur en un cercle parfait. Aujourd'hui, avec mes 85 ans, je regarde en arrière et je vois une vie qui, malgré les écueils initiaux, a été abondamment bénie. La trahison que j'ai subie dans ma jeunesse, qui à l'époque semblait être la fin du monde, n'était finalement que la fin d'un chapitre et le début d'un autre beaucoup plus beau. Si je pouvais remonter le temps et éviter cette douleur, je ne sais pas si je le ferais. Sans elle, peut-être n'aurais-je jamais trouvé la force en moi, jamais rencontré Armand, jamais été devenue la femme que je suis. La vie, mes chers, est ainsi, imprévisible, parfois cruelle, mais offrant toujours de nouvelles chances à ceux qui ont le courage de recommencer. Les cicatrices que nous portons ne sont pas des marques de faiblesse, mais de survie. Et si mon histoire sert d'inspiration à l'une d'entre vous qui traverse des moments difficiles, rappelez-vous, après la tempête la plus sombre, le soleil revient toujours briller. Il suffit d'avoir la patience et la foi pour attendre que la pluie passe. Ah, et si vous avez aimé mon histoire de vie, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui aurait aussi besoin d'entendre ce message d'espoir. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et m'encourage à continuer à partager les leçons que j'ai apprises au long de ces 85 années. De quelle ville me regardez-vous? Laissez-le dans les commentaires. J'adore savoir que mes histoires atteignent tant d'endroits différents.